Hollande n'a pas droit, s'il est élu, n'a pas droit à l'erreur. La droite et l'extrême droite, dans les années qui viennent, ne laisseront passer aucune erreur. Et donc les marchés financiers vont tout de suite mettre la pression sur le gouvernement français pour s'assurer qu'il ratifie très vite le nouveau traité européen, le pacte budgétaire, et qu'il met en œuvre des politiques de restriction budgétaire et d'austérité pour faire rentrer la France dans les objectifs de ce pacte budgétaire, donc réduire très rapidement le déficit budgétaire. Et avec la récession qui est en train de s'aggraver, de se généraliser aujourd'hui dans la zone euro et en Europe à cause de ces politiques d'austérité, récession qui d'ailleurs inquiète même les agences de notation et même les financiers, eh bien, réduire les déficits va être de plus en plus difficile et va forcément poser la question assez rapidement de nouveaux plans d'austérité, de nouveaux serrages de vis pour imposer aux populations une baisse des prestations sociales, une nouvelle baisse des retraites, des diminutions des effectifs de fonctionnaires. On va très vite avoir cette question qui va être posée de quel plan d'austérité pour rassurer les marchés financiers face à cette récession qui s'aggrave. Et donc, véritablement, cette menace de troisième tour financier doit être prise très au sérieux. Le nouveau gouvernement de gauche devra très vite soit donner des gages et engager une politique d'austérité qui tourne le dos aux espoirs de son électorat, soit engager une politique différente, une politique de rupture avec les marchés financiers, une politique de rupture avec le néolibéralisme, pour laquelle il existe des mesures déjà répertoriées, déjà proposées depuis longtemps, mais qui nécessitent maintenant un choix politique. François Hollande a annoncé qu'il voulait renégocier le pacte budgétaire et ajouter un volet sur la croissance en Europe. Avec l'idée que, certes, les gouvernements sont obligés de faire de la rigueur au niveau national, mais qu'au niveau européen, l'Union européenne, la zone euro, pourrait prendre, elle, des mesures de relance qui contrecarreraient les effets récessifs des plans d'austérité nationaux. Et apparemment, le président de la Banque centrale européenne et d'autres responsables européens ont dit oui, il faudrait vraiment un volet pour la croissance. Alors en réalité, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux sur ce que serait un volet pour la croissance. Du côté de François Hollande, on parle plutôt de mesures nouvelles en matière d'obligations européennes qui permettraient de financer des grands travaux européens, alors que du côté de la Banque centrale, du côté de la Commission, on parle de nouveaux programmes de flexibilité du marché du travail, de privatisation, de libéralisation du commerce et des marchés. Donc il y a un désaccord déjà qui est tout à fait important sur ce que veut dire un volet destiné à la croissance. Ensuite, même si le point de vue social-démocrate, qui est celui de François Hollande, l'emportait en Europe aujourd'hui, le projet de développer des eurobonds, des obligations européennes, ou de faire une relance par le budget européen, ce projet se heurte à une réalité très, très brutale, qui est que le budget européen est aujourd'hui plafonné à 1% du PIB de la zone euro, et qu'il est impossible de faire une relance macroéconomique au niveau européen avec un budget aussi dérisoire. Et ce budget, il faudrait l'augmenter de façon importante. Il faudrait donc établir une nouvelle fiscalité européenne, une taxe sur les transactions financières qui rapporte plusieurs centaines de milliards d'euros, une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre qui pourrait rapporter plusieurs centaines de milliards d'euros. Et là, on aurait les moyens, effectivement, de faire une relance budgétaire au niveau européen avec un plan de transition écologique et de transition énergétique qui pourrait réellement créer des emplois et relancer une dynamique de création d'emplois en Europe. Malheureusement, aujourd'hui, ça est du domaine de l'impossible. En tout cas, ça suppose une rupture très fondamentale avec les règles actuelles de l'Union européenne, avec le fonctionnement actuel des traités, avec le fonctionnement actuel de la Banque centrale européenne. Et ça suppose donc pas simplement une renégociation de ce traité, ça suppose pas simplement d'ajouter un petit volet sur la croissance à ce traité, mais ça suppose de refonder complètement les traités européens et d'instituer un nouveau traité de solidarité et de développement pour la transition écologique en Europe. On a un précédent de ce genre de situation qui est ce qui s'est passé dans les années 30 en Europe et aux États-Unis. Dans les années 30, nous avions un groupe de pays duquel la France faisait partie, qui s'appelait le Bloc Or, et qui essayait à tout prix de maintenir la parité entre les monnaies et l'or. Et pour défendre la parité entre les monnaies et l'or, ils ont mis en place des politiques d'austérité extrêmement sévères
qui ont abouti à une dépression économique, à une flambée du chômage, et en Allemagne, à la montée du nazisme. Aujourd'hui, on a le même type de politique au nom du même type d'argument. Il faut accrocher, défendre l'euro à tout prix, garder la valeur de l'euro, faire des réductions de déficit budgétaire à tout prix. Et ces politiques d'austérité sont en train d'avoir le même type d'effet qu'elles ont eu dans les années 30, c'est-à-dire d'installer une dépression économique en Europe et des effets politiques aussi majeurs qui sont la montée de l'extrême droite dans la plupart des pays d'Europe. Sauf l'Allemagne pour l'instant, heureusement. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut empêcher le retour, la répétition du même scénario que celui qui s'est produit dans les années 30. On a eu dans les années 30 aussi un gouvernement, le gouvernement américain, qui lui a pris d'autres mesures radicalement opposées à celles de la déflation que menaient les politiques européennes. Et le New Deal a permis un certain nombre de conquêtes sociales, salariales, la reconnaissance des syndicats, des conventions collectives, un début de construction d'État social. Alors aujourd'hui, il faut évidemment des politiques qui aillent dans le même sens au niveau européen, c'est-à-dire le développement d'un véritable budget européen, une solidarité européenne et non pas une concurrence fiscale et sociale comme celle qui règne aujourd'hui du fait des traités européens, du fait de la concurrence libre et non faussée qui est l'alpha et l'oméga des politiques européennes depuis plus de 20 ans. Nous avons besoin de construire une Union européenne et une zone euro de solidarité, de démocratie. Et ça suppose que les mouvements sociaux soient capables d'imposer ce changement. Aujourd'hui, nous voyons bien dans les élites européennes, dans les gouvernements européens, y compris chez des gouvernants sociaux-démocrates, une absence totale de vision de la possibilité de ce type d'alternative. Donc ce sera aux mouvements sociaux d'imposer aujourd'hui par leur intervention directe et coordonnée entre pays européens. Il ne s'agit pas de faire chacun dans son coin des manifestations, c'est très important, mais il faut surtout apprendre à coordonner nos mouvements entre l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Grèce, et d'arriver à construire des mouvements citoyens et des mouvements sociaux coordonnés qui puissent peser sur les gouvernements nationaux et sur les instances de l'Union européenne. C'est aujourd'hui la tâche vraiment la plus décisive dans laquelle Attac veut peser de tout le poids qui est le sien, notamment avec le réseau des attaques d'Europe qui est aujourd'hui assez dynamique et capable de prendre des initiatives. Construire des États-Unis d'Europe, ça serait possible à condition de pouvoir construire une souveraineté populaire, une souveraineté démocratique au niveau européen. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'existe pas de peuple européen, il n'existe pas de souveraineté démocratique européenne. Les souverainetés démocratiques sont pour l'instant confinées au niveau national. Tant que c'est le cas, il est utopique de parler d'États-Unis d'Europe. Mais la situation actuelle permet d'envisager le début de construction d'un véritable peuple européen à travers les luttes sociales qui sont en train de se développer contre ces politiques d'austérité. La perspective historique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que ces luttes sociales trans-européennes qui s'opposent aux politiques menées par les élites européennes en ce moment pourraient à terme déboucher sur la constitution d'une souveraineté démocratique commune entre plusieurs peuples européens, certainement pas les 27 de l'actuelle Union européenne, mais plusieurs peuples européens qui feraient ensemble le pas de la rupture avec les institutions et le néolibéralisme qui dominent actuellement.